Monsieur le recteur de l'université, Madame la juge fédérale, Messieurs les constituants, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Genève célèbre cette année un grand anniversaire, puisque c'est il y a 450 ans qu'a été créé le Collège Calvin, devenu collège et académie, l'académie devenant à son tour université en 1876. Et pour célébrer ce grand anniversaire, nous vous proposons une petite fête comme celle qu'aimaient à pratiquer les humanistes, en disant, en lisant, en commentant des textes de l'Antiquité ou en lisant et commentant des textes d'humanistes de l'époque, du XVIe siècle. Et nous commencerons naturellement par le premier texte dont il doit être question aujourd'hui, c'est-à-dire l'ordre du collège, les Leges Academiae de 1559, qui ont été imprimés par l'imprimeur du roi, Robert Étienne, qui avait quitté Paris en 1550 à cause de son édition du Nouveau Testament et qui est venu à Genève soutenir Calvin pour publier en particulier ses œuvres. L'ordre du collège prévoit 2 cycles d'études. Le premier, vous ne serez pas surpris, comporte 7 années, numérotées de 7 à 1, et non pas de 1 à 7 comme aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait l'école privée. L'école privée, organisée de telle façon que l'élève devait réussir une année avant de passer à l'année suivante, etc. L'école publique, il en sera question tout à l'heure, elle était ouverte à tout un chacun et ne donnait pas droit à des diplômes. L'Académie n'a jamais décerné de diplôme sous l'Ancien Régime. Il suffisait de venir écouter les professeurs, de profiter de leurs leçons et d'acquérir ainsi, par les connaissances reçues, la réputation de capacité nécessaire. La rhétorique était enseignée en première année, c'est-à-dire la dernière, année qui, encore au XIXe siècle en France, était qualifiée de rhétorique, précisément. Elle présentait 2 caractéristiques sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première, c'est qu'elle présentait un caractère pratique. Il s'agissait d'abord de lire et de commenter les orateurs de l'Antiquité, en particulier Démosthène et Cicéron, que vous entendrez. Et il s'agissait aussi, selon la méthode rappelée par Calvin, ce n'est pas lui qui l'avait inventée, c'est une méthode qui remonte aux premiers humanistes et même aux premiers rhétoriciens, il s'agissait, dit l'ordre du collège, de distinguer dans le discours la proposition nue et, dit Calvin, l'ornement qui y est. C'est donc un travail d'analyse, de recherche de l'idée du texte et de recherche de l'expression du texte qui est recommandé par l'ordre du collège. Écoutons, si vous le voulez bien, les lois de la première classe. Qu'on y montre aussi les commencements de rhétorique, et principalement ceux qui appartiennent à bien orner et parer le langage. Que l'usage de tous les préceptes soit continuellement et soigneusement montré et marqué, est-ce aux raisons les plus artificielles de Cicéron, item est olympiaque de Démosthène et est philippique, pareillement en Homère et Virgile, et que cela se fasse en tirant à part les propositions nues, puis expliquant l'ornement qui y est, comparant le tout avec les préceptes.
que les enfants exercent diligemment leur style, et pour ce faire, qu'il y ait déclamation 2 fois le mois, soit le mercredi après dîner. Le second cycle d'études, c'était l'école publique, la Schola Publica. Elle comptait 3 professeurs publics, le professeur d'hébreu, le professeur de grec et le professeur des arts, les arts étant à l'époque la philosophie et ce qu'il existait de science. Chaque professeur enseignait 2 heures par jour, 1 heure le matin et une autre l'après-midi. La rhétorique tient une place importante dans l'enseignement des professeurs publics. En effet, d'abord, le professeur de grec commente les orateurs et le professeur des arts commente lui aussi les orateurs tout en étudiant, en analysant des ouvrages théoriques et en particulier la rhétorique d'Aristote et les ouvrages de Cicéron. Que le professeur grec, le matin, entre après l'hébreu et expose quelques livres de philosophie qui concernent les mœurs. Le livre sera d'Aristote, ou Platon, ou Plutarque, ou de quelques philosophes chrétiens. Après dîner, qu'il lise quelques poètes grecs, ou quelques orateurs ou historiographes, en un temps d'une sorte et puis de l'autre, en choisissant des plus purs. Que le professeur des arts entre le matin après le grec et lise quelques livres de physique l'espace d'une demi-heure. Après dîner, qu'il expose doctement la rhétorique d'Aristote, les oraisons de Cicéron les plus renommées ou les livres des oratorés. Distinguer la proposition nue et l'ornement était, je l'ai dit, l'exercice fondamental, étant rappelé que le mot ornement ne signifie pas seulement la décoration, mais l'équipement. Ornatus, c'est aussi l'équipement du soldat. L'ornement, en quelque sorte, habille l'idée, mais aussi la renforce. Cette idée, qui est un héritage des humanistes de la première génération, en particulier d'Erasme, sera illustrée dans quelques instants par des citations d'un des 2 manuels de rhétorique d'Erasme intitulé De copia verborum ac rerum, de l'abondance des mots et des idées. Erasme, en effet, de façon très originale, a repris la rhétorique antique d'Aristote et de Cicéron, d'Hermogène et d'autres, et il l'a reconstruite sur l'idée d'amplification. Il y a plusieurs manières de dire les choses, il y a plusieurs idées qui se rattachent aux idées principales, et tout texte peut, selon ce manuel, s'analyser sous l'angle de l'amplification. Ce manuel Decopia n'a jamais été traduit en français, il en existe une traduction en anglais, et pourtant les érudits jusqu'au XIXe siècle le lisaient couramment, c'était un des manuels fondamentaux. Nous vous proposons 2 séries d'exemples. D'abord, la transition. L'idée de la transition, elle est bien simple. Je passe d'un sujet à un autre. Eh bien, comment peut-on passer d'un sujet à un autre? Erasme propose plusieurs recettes. Écoutez-en quelques-unes.
Parfois, le lien entre les idées ou les points traités est formulé au moyen d'une figure appelée transition, dans laquelle ce qui a été dit et ce qui va être dit sont rapprochés de diverses façons. Les deux points successifs peuvent être présentés comme ayant la même importance. Tout cela était extrêmement agréable et ce qui va suivre ne vous procurera pas un plaisir moindre. Où il peut être donné davantage de poids au second point. Et même, si l'on pouvait pardonner cela, qui pourrait supporter ce que je vais rapporter maintenant? Les deux points peuvent être présentés de façon contrastée. Cela, c'était sa conduite privée. Abordons maintenant sa vie publique. Enfin, nous pouvons passer à l'idée qui suit du point de vue chronologique. Je vous ai rapporté les avantages dont je l'ai fait bénéficier. Voyons maintenant comment il m'en a remercié. Erasme était un homme pratique. Vous avez toutes et tous reçu des lettres auxquelles vous avez répondu, et peut-être votre plume ou votre stylo sont-ils restés en l'air en attendant l'inspiration qui vous procure la première phrase? Eh bien, Erasme a proposé 150 manières de dire « Votre lettre m'a fait plaisir ». Nous ne vous présenterons pas 149 manières, mais seulement quelques-unes. Votre lettre m'a fait plaisir. Quel plaisir m'a fait votre lettre! Votre missive m'a singulièrement enchanté. Votre brève lettre m'a inondé de bonheur. Le plaisir que m'a procuré votre lettre n'était pas mince. J'ai trouvé votre lettre extraordinairement agréable. Votre lettre m'a fait bondir de joie. Il est difficile de dire le plaisir que votre lettre m'a procuré. Puissais-je périr si je trouve rien ici-bas d'aussi délectable que votre lettre? Ce matin, la poste m'a inondé de bonheur. Tout ce que vous écrivez réjouit mon âme. J'ai lu et relu votre lettre avec tant de joie. Erasme a rédigé un second manuel de rhétorique qui est un manuel de prédication, l'Ecclésiastès, pour l'impression duquel il est revenu à Bâle. Il était allé vivre à Fribourg-en-Brisgau pour n'être pas trop près des protestants, encore que les catholiques se méfiassent de lui en raison de ses écrits, en particulier de son édition du Nouveau Testament. Et c'est à Bâle qu'il a veillé à la rédaction de ce manuel. C'est à Bâle qu'il est décédé, c'était sa vieillesse. Et c'est pour cette raison, c'est à cause de ce manuel, de l'impression de ce manuel, qu'Erasme est enterré dans la cathédrale de Bâle. Je ne vous dirai rien de ce manuel de prédication, qui était pourtant bien connu jusqu'au XIXe siècle. J'avais sous les yeux l'autre jour un manuel d'un pasteur français du XIXe siècle, Athanase Coquerel, qui cite Erasme à longueur de page en latin, parce qu'à l'époque, tout lecteur pouvait lire à la fois les explications françaises et les explications latines. Je ne retiendrai qu'une remarque qui, j'espère, me seront pardonnées sous les voûtes de ce sanctuaire, et qui est la suivante. Erasme disait « Si l'on peut apprendre à des éléphants à danser, on peut aussi apprendre à des ecclésiastiques à prêcher. »
Parmi les lectures des collégiens figure, vous l'avez entendu, Homère. Vous l'avez entendu à propos des lois de la première classe, mais les lois de la deuxième classe, antérieures à la première, comportent cette phrase rythmée, c'est la prose de Calvin, « Quant au poète, qu'on lise Homère de jour à autre. » 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et nous aimerions vous proposer une lecture célèbre d'Homère pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un texte que les collégiens à Genève ont lu probablement année après année depuis 450 ans. Et la seconde, c'est que Homère était considéré comme le père des orateurs. Pourquoi le père des orateurs? Eh bien parce que la plus grande partie de l'Iliade et de l'Odyssée, je n'ai pas compté moi-même, mais je me suis fié à la recherche d'un Américain très précis, la plupart des textes de l'Iliade et de l'Odyssée sont composés de discours. Et ces discours sont fabriqués selon les préceptes traditionnels de la rhétorique. Vous l'avez peut-être deviné, c'est de la belle Nausicaa qu'il sera question. C'est du discours d'Ulysse à Nausicaa. Vous vous rappelez qu'Ulysse, au cours de ses errances, s'est réveillé un matin sur l'île des Phéaciens. Il avait nagé, il s'était accroché à une poutre, il était épuisé, les vagues l'ont projeté sur le rivage, et voilà que le matin, quand il s'éveille, il voit devant lui des jeunes filles qui étaient venues faire sécher des draps, à vrai dire à la suggestion d'Athéna. Et la plus importante de ces jeunes filles, c'était la fille d'Alkinoos, la fille du roi, Nausicaa. Ulysse, se réveillant, voit Nausicaa, qui, contrairement à ses compagnes, n'a pas pris la fuite, parce qu'Athéna lui avait recommandé de rester. Et il se demande comment il va aborder Nausicaa. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Homère, étant à la fois le récitant et l'auteur du discours, évidemment, Homère met en scène l'orateur. L'orateur se demande s'il prendra les genoux de Nausicaa, s'il ne risque pas de l'effaroucher, ou si, au contraire, il lui parlera de loin. Et vous verrez qu'Homère choisit une formule intermédiaire. Il lui dit, Ulysse dit à Nausicaa, je te prends les genoux, mais en réalité, il reste en retrait. Gounuma et Seanassa, je suis à tes genoux, ô reine. Et non seulement Homère présente Ulysse, se demandant comment il abordera Nausicaa, mais l'auteur épique commente le discours. Il dit, Ulysse tint à Nausicaa ce discours, dit la traduction, d'habile douceur. D'habile douceur, certes, le texte grec est plus fort, plus coloré. Meilichion kai kerdaleon fatomuson. Meilichion veut dire doux, mais kerdaleon veut dire qui procure une récompense, qui est efficace. La structure du discours est classique. D'abord, une longue introduction, un long exorde. Pourquoi? Eh bien parce que Ulysse a peu à demander. Il veut se rendre à la ville, il veut qu'on lui procure des vêtements. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de capter la bienveillance de Nausicaa, qui voit sur le rivage un personnage monstrueux, blessé, couvert de sel, hirsute. Donc ce long exorde que vous entendrez vise, comme le veut la tradition et comme le veut la pratique, la nécessité, à capter la bienveillance de Nausicaa en la flattant. Puis vient la narration,
le récit des errances d'Ulysse. Ulysse n'est pas n'importe qui, n'est pas un personnage qui a échoué là sur ce rivage, il a un passé, et ce passé permet de dresser son portrait. Puis la proposition, l'objet du discours. Procure-moi des vêtements et conduis-moi à la ville. Et l'argument, très court, beaucoup plus court que l'introduction, en échange, que les dieux te donnent le bonheur. Et tout au long de ce discours, Homère fait vibrer un argument fondamental, une passion fondamentale, une émotion, celle de la commisération, de la pitié. Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans les buissons un rameau bien feuillu qui cacherait sa nudité. Puis, il sortit du bois. Tel un lion des montagnes qui compte sur sa force, s'en va, les yeux en feu, par la pluie et le vent, se jeter sur les bœufs et les moutons, forcé par la nécessité. Tel, en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles aux belles boucles, forcé par la nécessité. Quand ce corps, altéré par le sel et les vagues et les récifs, leur apparut, les jeunes filles horrifiées prirent la fuite en tous les sens. Seule resta Nausicaa, la fille d'Alkinoos. Athéna la gardait de la peur. Debout, elle fit face. Ulysse réfléchit. Irait-il supplier cette fille charmante et la prendre aux genoux? Ou sans avancer vers elle, ne devait-il user que de douces prières afin de demander le chemin de la ville et de quoi se vêtir? Il pensa, tout compter, que mieux valait rester à distance et n'user que de douces prières. L'aller prendre aux genoux pouvait la courroucer. Il lui tint ce discours, tout d'habile douceur. Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Déesse, chez les dieux, maître des chants du ciel, tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus. La beauté, la stature et la grâce, c'est elle. Ou n'es-tu qu'une mortelle habitant notre monde? 3 fois heureux ton père et ta royale mère, 3 fois heureux tes frères. Comme en leur cœur charmé, tu dois verser la joie chaque fois qu'ils te voient te mêler à la danse. Et bienheureux, au fond de l'âme, et plus que tous les autres, bienheureux le mortel qui sera, par ses dons, te conduire chez lui. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme, ta beauté me saisit. À Délos, autrefois, au temple d'Apollon, j'ai vu même beauté, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Car je fus en cette île aussi, et quelle armée m'accompagnait alors. Sur cette route où tant d'angoisse m'attendait. Et comme en le voyant, je restais dans l'extase, car jamais pousse si belle n'avait jailli du sol. Aujourd'hui, dans l'extase, ô femme, je t'admire. Mais je tremble,
J'ai peur de prendre tes genoux. Vois mon cruel chagrin. Hier, après 20 jours sur les sombres vagues, j'échappais à la mer. 20 jours que, sans arrêt, depuis l'île Océane, les flots me rapportaient sous les coups des rafales. Et lorsqu'enfin, les dieux m'ont jeté sur vos bords, est-ce pour y découvrir de nouvelles souffrances? Je n'en vois plus la fin. Combien de mots encore me réserve le ciel? Ah, reine, prends pitié. C'est toi que la première, après tant de malheurs, ici j'ai rencontré. Je ne connais que toi parmi les habitants de ce coin de pays. Indique-moi la ville, donne-moi un haillon à jeter sur mon dos. N'as-tu pas, en venant, apporté quelques draps? En retour, que les dieux comblent tous tes désirs, qu'ils te donnent l'époux, un foyer et l'union de vos cœurs. Il n'y a rien de meilleur ni de plus précieux que l'accord au foyer de tous les sentiments entre mari et femme. Dépit pour les envieux, mais joie pour les amis, bonheur parfait pour la femme et pour l'homme. Après Homère, Platon. Platon n'aimait pas la rhétorique, bien qu'il la pratiquât excellemment. Nous aurions pu vous présenter quelques pages de l'apologie de Socrate, du discours de Socrate devant ses juges, mais nous avons préféré un autre dialogue moins connu, le Ménexène. Pourquoi le Ménexène? Eh bien d'abord parce que le Ménexène comporte un discours attribué à Aspasie. Aspasie, la première grande intellectuelle du Ve siècle, telle que le dit non seulement Platon, mais aussi plus tard Plutarque, la compagne de Périclès. En deuxième lieu, parce que le discours d'Aspasie est une parodie. C'est une parodie d'éloges funèbres, présentée de façon quelque peu pédante, comme si les préceptes de la rhétorique devaient être mis en évidence par l'orateur, alors que, au contraire, comme le disent les rhétoriciens depuis le début, l'art doit être caché et il disparaît s'il apparaît. Le discours d'Aspasie est donc non seulement un discours, mais à tort, un discours sur le discours. Vous entendrez Aspasie dire quels sont les devoirs de l'orateur, mais nous avons encore à leur rendre hommage par la parole. C'est grâce à un beau discours que les belles actions attirent l'hommage. Il faut un discours qui loue convenablement. Où trouver un discours? Comment pourrions-nous commencer? Il faut, ce me semble, etc. À la différence du passage d'Homère, où c'est le narrateur qui commente le discours de l'orateur, ici c'est l'orateur ou l'oratrice qui commente son propre discours, ce qui n'est pas la meilleure des recettes. Deuxièmement, vous entendrez à la fin de l'extrait, c'est l'exorde, c'est l'introduction, vous entendrez l'annonce du plan, ce qui est évidemment classique. Mais l'annonce ici est lourde. Louons d'abord leur noble origine. En second lieu, leur éducation. Après cela, parlons de leurs exploits. Et Aspasie d'ajouter, montrant que leur conduite a été belle et digne de leur naissance, c'était le premier point, et de leur éducation, c'était le deuxième point. Voici Socrate et Ménexène.
D'où viens-tu, Ménexène? De l'Agora? De l'Agora, Socrate, de la salle du Conseil. Je m'y suis rendu car je savais que les sénateurs allaient choisir l'orateur qui doit prononcer une oraison funèbre. Car tu le sais bien, ils vont organiser une cérémonie. Parfait, parfait. Et qui a-t-on choisi? Mais personne. La décision est remise à demain. Je crois pourtant que le choix tombera sur Archinos ou sur Dion. En vérité, Ménexène, il y a beaucoup d'avantages à mourir à la guerre. On reçoit en effet une belle et grandiose sépulture, si pauvre que l'on soit le jour de sa mort. Et en outre, on est loué, on est célébré, si peu de mérite que l'on ait, par des gens qui ne louent pas à l'aventure, mais qui ont préparé de longue main leur discours. Ils ont une si belle manière de louer, en attribuant à chacun les qualités qu'il a et les qualités qu'il n'a pas, et en émaillant leur langage des termes les plus beaux, qu'ils ensorcellent nos âmes. Ils célèbrent la cité de toutes les manières et font de ceux qui sont morts à la guerre et de toute la lignée des ancêtres qui les ont précédés et de nous-mêmes qui sommes encore vivants un éloge tel et que moi qui te parle, Ménexène, je me sens considérablement grandi par leurs éloges et chaque fois, je reste là, attentif et charmé, persuadé que je suis devenu tout à coup plus grand, plus généreux, plus beau. La haute idée que j'ai de ma personne dure au moins 2 ou 3 jours. La parole et la voix de l'orateur ayant pénétré dans mes oreilles, il résonne si fortement que ce n'est que le 4e ou le 5e jour que je reviens à moi et que je me rends compte en quel lieu du monde je me trouve. Et jusque-là, je n'étais pas loin de croire que j'habitais les îles des bienheureux, tant nos orateurs sont habiles. Tu ne cesses, Socrate, de te moquer des orateurs. Mais cette fois-ci, l'orateur qui sera désigné ne sera peut-être pas si à l'aise, car le choix s'est en fait au dernier moment. Celui qui parlera sera peut-être forcé d'improviser. Pourquoi cela, mon bon? Ces gens-là ont des discours tout prêts. Et d'ailleurs, l'improvisation même n'a rien de difficile en pareille matière. Bon, s'il s'agissait de louer des Athéniens devant des Péloponnésiens, ou des Péloponnésiens devant des Athéniens, il faudrait en effet choisir un bon orateur pour persuader l'auditoire et garder son approbation. Mais quand on se présente devant les auditeurs même dont on fait l'éloge, il est aisé de gagner la réputation de bien parler. Bien, bien. Et te croirais-tu capable de parler toi-même s'il le fallait et si le conseil te choisissait? Mais qu'y aurait-il d'étonnant, Ménexène, à ce que j'en sois moi aussi capable? Moi qui ai justement pour maître une femme qui ne manque pas de talent dans l'art de l'éloquence et qui a formé beaucoup d'excellents orateurs. En particulier, celui qui est le premier de toute la Grèce, Périclès, fils de Xantippe. Mais qui est cette femme dont tu parles, Socrate? C'est sans doute d'Aspasie que tu parles. C'est elle. Ainsi instruit,
Il n'y a pas de mérite à parler convenablement et à emporter tous les suffrages lorsqu'on vient louer des Athéniens devant des Athéniens. Et que pourrais-tu dire si tu avais à parler? De mon propre fond, rien, peut-être. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai entendu Aspasie faire une oraison funèbre complète sur ces mêmes hommes. Elle avait entendu la nouvelle que tu rapportes, que le conseil devait choisir l'orateur. Là-dessus, elle a improvisé devant moi toute une partie du discours, tel qu'il fallait le faire. Et pourrais-tu te rappeler ce que disait Aspasie? Ce serait bien mal à moi de ne pas m'en rappeler, puisque je l'ai entendu de sa bouche. De plus, elle me battrait si elle me voyait manquer de mémoire. Alors qu'attends-tu pour le rapporter? Tu vas encore te moquer de moi si tu me vois, vieux comme je suis, me livrer à la plaisanterie. Mais pas du tout. Parle, Socrate, quoi qu'il en soit. Bon, je vois bien qu'il faut te complaire malgré tout. Écoute donc. Elle a commencé, si je me souviens bien, par parler des morts eux-mêmes, de la manière suivante. Ces guerriers ont reçu les honneurs qui leur étaient dus. Ils accomplissent leur dernier voyage, accompagnés publiquement par la cité et en particulier par leurs proches. Nous avons encore à leur rendre hommage par la parole, comme la loi le commande et comme c'est notre devoir, car c'est par un beau discours que les belles actions valent à leurs auteurs la reconnaissance et le souvenir de l'auditoire. Il faut donc un discours qui célèbre convenablement les morts et qui encourage doucement les vivants, en exhortant leurs descendants et leurs frères à imiter la vertu de ces hommes et en consolant leur père et leur mère et tous les ascendants plus lointains qui peuvent leur rester. Ou trouver un discours qui ait ces qualités. Comment pourrions-nous commencer dignement l'éloge de ces braves qui, pendant leur vie, ont fait par leur mérite la joie des leurs et qui, par leur mort, ont acheté le salut des vivants? Il faut, ce me semble, imiter la nature dans l'ordre où se sont produits ces mérites. Or, ils ont excellé parce qu'ils étaient nés de parents excellents. Commençons donc par louer leur noble origine. En second lieu, leur éducation et leur instruction. Après cela, montrons comment, en accomplissant leurs exploits, leur conduite a été belle et digne de leur naissance et de leur éducation. Oh, par Zeus, Socrate, elle est bien heureuse, ton Aspasie, de pouvoir, étant femme, composer un tel exorde. Eh bien, ne l'admires-tu pas? Et ne lui sais-tu pas gré de son discours? Si, Socrate, je suis reconnaissant, non seulement à Aspasie, ou à celui, quel qu'il soit, qui a composé ce discours, mais aussi, je l'ajoute, à celui qui l'a récité. Nous n'avons entendu que l'exorde. Il existe un autre passage du Ménexène, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, qui est très célèbre parce qu'il est repris mot à mot sur le vitrail qui orne la façade de l'université sur la rue de Candolle. C'est un passage traduit en latin par Cicéron et qui dit ceci: « Tout savoir qui s'écarte de la justice
doit être qualifié d'habileté plutôt que de science. Et cette phrase sur l'éthique de la connaissance a été citée par Théodore de Bèze lors du premier Dies Academicus, le 6 juin 1559. Et Théodore de Bèze citait Cicéron, qui citait Platon, qui citait Socrate et qui citait Aspasie. En sorte que l'inscription que vous pouvez lire est une phrase, selon la tradition, d'Aspasie. Je propose que cette petite découverte reste entre nous, de peur que nos autorités, si elles venaient à l'apprendre, ne reconstruisent le mur des réformateurs et remplacent Calvin par Aspasie. Le professeur des arts lit et commente Aristote. Vous allez entendre un passage sur l'argumentation. Un des problèmes de l'argumentation est le suivant. Faut-il commencer par exposer ses propres arguments avant de réfuter ceux de l'adversaire, ou faut-il, au contraire, commencer par réfuter les arguments de l'adversaire et ensuite proposer sa propre thèse? Si l'on parle le premier, il faut en général commencer par énoncer ses propres preuves, puis attaquer les arguments que pourrait invoquer l'adversaire. Toutefois, si les arguments de l'adversaire s'annoncent impressionnants, l'orateur doit les réfuter d'avance, avant d'avancer les siens. Si l'on parle en second, on commence par répondre au discours adverse, surtout s'il a eu du succès. En effet, de même que l'esprit fait mauvais accueil à un homme d'ores et déjà accusé, de même il est mal disposé envers un orateur lorsque le discours de l'adversaire a plu à l'auditoire. Il faut donc commencer par faire place nette dans l'esprit des auditeurs. Un orateur contemporain d'Aristote est Démosthène. Les premières leçons sur Démosthène ont été données avant la création du collège par Théodore de Bèze, à la fin de 1558. Et dans quelles circonstances? Eh bien, des circonstances qui expliquent l'origine même, la naissance du collège. Depuis l'adoption de la Réforme en 1536, la volonté de Calvin était de dresser collège. Mais des obstacles émaillaient la route de Calvin. D'abord, l'opposition des libertins, les pérennistes, qui ne souhaitaient pas consacrer beaucoup d'argent à l'éducation et qui ne voyaient pas de bonnes raisons de développer le collège qui devait devenir une école de théologie et par conséquent d'orienter l'université ou l'enseignement vers la théologie. Les libertins ont été défaits en 1555. Ils ont, semble-t-il, provoqué une petite émeute. L'émeute a été matée, les libertins ont été exilés, condamnés à mort, et leurs biens furent confisqués. Et ce fut sans doute une grande consolation pour eux de penser que leurs biens, confisqués par la seigneurie qui manquait d'argent, ont pu servir à la création d'une université multiséculaire. Le deuxième problème était celui du recrutement des professeurs. À la Renaissance, les professeurs voyageaient beaucoup. Ils négociaient leur salaire, qui était souvent assez maigre, ils négociaient leur salaire et quittaient leur emploi après une année, après 2 ans, après 3 ans quelquefois, surtout pour certains professeurs de Genève appelés à des chaires très prestigieuses.
Et en 1558, un conflit éclata à Lausanne, qui avait déjà son académie depuis 1547. Un conflit éclata entre les professeurs, les pasteurs, et le gouvernement, c'est-à-dire l'occupant bernois, l'occupant bernois souhaitant décider lui-même qui serait admis ou non à la scène. Et les pasteurs, professeurs, considérant que cette matière relevait de la compétence ecclésiastique et non pas du pouvoir politique, étaient en désaccord profond avec le gouvernement. Si bien que ces professeurs ont donné leur démission. Ils sont partis. Et à leur tête, Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, qui avait été recteur de l'Académie de Lausanne, avant de devenir le premier recteur de l'Université de Genève. Et d'autres professeurs qui sont devenus les professeurs publics dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'en 1558, en décembre, avant même la création du collège de Calvin, Théodore de Bèze a enseigné Démosthène. Était-ce au collège de Rives qui péclotait? Était-ce dans la cathédrale qui était aussi un lieu d'enseignement? Je l'ignore. Démosthène, vous le savez, incarne la résistance de la démocratie athénienne aux visées impérialistes de Philippe de Macédoine. Cette résistance, il l'a animée, il l'a enflammée, notamment au moyen de ses philippiques, discours contre Philippe, la première philippique étant l'un de ses discours les plus célèbres. Vous entendrez l'exorde de cette première philippique et vous remarquerez d'abord que cet exorde est modéré. Comme toujours, l'orateur doit se concilier la bienveillance du public. Ulysse s'était efforcé de se concilier la bienveillance de Nausicaa en flattant sa beauté. Tu es jolie comme un palmier. Démosthène, lui, fait preuve de modestie. C'est aussi un très bon truc. Il commence par intervenir en disant qu'il n'avait pas envie d'intervenir. En sorte qu'on se dit, eh bien voilà un qui n'a pas envie de la ramener, et par conséquent, peut-être qu'il a bien réfléchi à ce qu'il veut dire. Il ne s'agit pas seulement de capter la bienveillance, il faut aussi capter l'intérêt. Pourquoi ces centaines de personnes, ces matelots massés sur la Pnyx, viendraient-ils écouter un long discours de remontrance de la part de Démosthène qui leur reproche leur lâcheté vis-à-vis de Philippe? Et pour capter l'intérêt, il leur montre, et vous entendrez comment, qu'il y a quelque chose à faire. Je ne dis rien sur l'interpellation finale. Si vous aviez, Athéniens, à délibérer sur une affaire nouvelle, j'aurais laissé parler vos orateurs habituels. Si leur avis m'avait paru utile, j'aurais gardé le silence. Sinon, j'aurais essayé de vous proposer le mien. Mais comme je vois qu'après tout ce qu'ils vous ont déjà dit, vous revenez encore sur les mêmes objets, j'espère qu'on me pardonnera de prendre la parole le premier, d'autant plus que si, par le passé, leurs conseils avaient répondu à vos besoins, vous ne seriez pas dans l'obligation de délibérer encore aujourd'hui. D'abord, Athéniens, vous devez vous dire que vous n'avez rien à craindre. Vous ne devez pas vous laisser abattre par les circonstances actuelles, quelque fâcheuses qu'elles soient. C'est ce qui a causé nos malheurs par le passé qui doit principalement nous donner des espérances pour l'avenir. Comment cela? C'est pour n'avoir rien fait de ce qu'il faut que vos affaires vont aussi mal. Car si vous vous en étiez occupé et que nous soyons néanmoins dans la situation actuelle, il n'y aurait plus d'espoir que nos affaires puissent jamais aller mieux.
Ensuite, vous devez vous rappeler ce que vous avez entendu dire et que vous savez pour en avoir été vous-même les témoins. Quelle était, il y a peu d'années, la puissance de Sparte et avec quel noble courage, digne de vous-même, vous avez soutenu la guerre contre Sparte pour la liberté de toute la Grèce. Quel est mon but en vous parlant ainsi? C'est de vous convaincre, Athéniens, que vous n'avez rien à craindre tant que vous serez sur vos gardes, mais rien à espérer si vous restez dans l'inaction. Témoins, les forces immenses de Sparte, dont vous avez triomphé parce que vous aviez l'esprit à vos affaires, et l'insolence actuelle de Philippe, qui nous jette dans les plus vives alarmes parce que nous ne songeons à rien. Quand donc, Athéniens, quand ferez-vous le nécessaire? Qu'attendez-vous? Une catastrophe? La nécessité? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sous nos yeux? Pour moi, la nécessité la plus pressante que je connaisse pour des citoyens libres, c'est le déshonneur du laisser-aller dans une situation dangereuse. Voulez-vous toujours, dites-moi, continuer de vous promener sur les places publiques et de vous demander les uns aux autres « Quoi de neuf? Que dit-on de nouveau ?» Qu'y a-t-il de plus nouveau qu'un Macédonien vainqueur d'Athènes et dominateur de la Grèce? La rhétorique enseigne la recherche des idées, la structure du discours, le choix des meilleures expressions, des figures, et aussi, et comme vous allez l'entendre surtout, l'action. L'action, c'est le jeu de l'orateur lorsqu'il prend la parole en public. L'action, c'est le rôle de l'acteur. Et Cicéron, dans l'Orateur, prodigue des conseils qui ont été repris par de nombreux écrivains, les manuels de l'Antiquité, bien sûr, mais aussi des manuels plus récents, reproduits quelquefois avec des guillemets et quelquefois sans. On peut dire que l'action est l'éloquence du corps, puisqu'elle se compose de la voix et du geste. La voix est modifiée par chacune de nos passions, et c'est elle, surtout, qui les communique. Aussi, l'orateur parfait saura toujours faire prendre à la sienne l'inflexion propre au sentiment qu'il voudra manifester, à l'émotion qu'il voudra produire. J'aurais aussi à parler du geste, dont on ne peut séparer le jeu de la physionomie. Toutes ces choses sont d'une extrême importance, suivant l'usage qu'en fera l'orateur. On a vu, chez des gens qui n'avaient pas le don de la parole, la seule puissance de l'action produire les effets de l'éloquence, et chez d'autres, au contraire, la gaucherie de l'action paralyser l'élocution la plus brillante. Ce n'est donc pas sans raison que Démosthène assignait à l'action le premier rang et le deuxième et le troisième. L'orateur aura des accents énergiques dans les passions fortes, des tons calmes dans les sentiments doux. Son organe trouvera des inflexions graves pour imposer.
des modulations touchantes pour attendrir. Une belle voix est désirable sans doute, mais cet avantage ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de la former, de la fortifier par l'exercice. Notre orateur s'étudiera donc à varier, à modifier la sienne. Il doit fréquemment en parcourir tous les tons, en grossir tour à tour et en diminuer le volume. Il saura aussi régler ses mouvements et s'interdire tout geste inutile. L'attitude sera droite et déployée, peu d'allées et venues, que les déplacements soient limités et rarement précipités. Point de laisser aller dans les mouvements du cou, point de mouvement dans les doigts, qu'on ne les voit point battre la mesure. Le buste doit conserver son aplomb ou s'incliner sans mollesse. Et suivant que le débit est véhément ou calme, il faut que le bras se projette en avant ou s'arrête replié sur lui-même. À la voix doit répondre l'expression du visage, la joie et la tristesse doivent s'y peindre selon la nature du sujet. Les yeux aussi ont leur rôle à jouer. Ils sont les interprètes de l'âme, si le visage en est le miroir. Cicéron est le seul orateur de l'Antiquité qui nous ait laissé non seulement une œuvre théorique, mais aussi, vous le savez, des discours particulièrement importants. Vous avez entendu tout à l'heure les exordes tempérés d'Ulysse et de Démosthène. Voici maintenant un exorde ex abrupto, un exorde brutal. Contre qui? Contre Catilina. Catilina qui avait fomenté une conjuration contre le régime républicain et dont Cicéron avait entendu parler par la maîtresse de l'un des conspirateurs. Cicéron interpelle Catilina en plein Sénat. Jusque à quand enfin, Catilina, vas-tu abuser de notre patience? Combien de temps encore ta folie se jouera-t-elle de nous? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée? Quoi? Ni la garde nocturne qui veille sur le mont Palatin, ni les soldats répartis dans toute la ville, ni la consternation du peuple, ni la résistance de tous les citoyens, ni le lieu fortifié choisi pour cette assemblée, ni les regards indignés de tous les sénateurs. Rien n'a pu t'ébranler. Ne vois-tu pas que tes projets sont déjoués, que ta conjuration est muselée? Penses-tu qu'aucun de nous ignore où tu t'es rendu la nuit dernière et la précédente? Dans quelle maison tu as été? Quels complices tu as réunis? Quelle résolution tu as prise? Oh, tempora! Oh, mores! Tous ces complots, le Sénat les voit, le consul les connaît, et Catilina vit encore. Il vit. Que dis-je, il vit? Il vient au Sénat, il est admis dans les conseils de la République. Il choisit parmi nous et désigne du regard ceux qu'il veut immoler. Et nous, hommes pleins de courage,
Nous pensons faire assez pour la patrie si nous évitons sa folie et ses poignards. À la Renaissance, Aristote, ainsi que la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, étaient la référence en toutes choses. Nul enseignement ne pouvait s'écarter d'Aristote. Et ici survient un nouveau personnage, Pierre de la Ramée, Ramu, un des premiers professeurs au Collège de France, lecteur royal, qui était si critique d'Aristote qu'il s'est vu interdire par François Ier l'enseignement de la philosophie. Et Ramu est parti pour une tournée de conférences dans les Allemagnes. Il était accueilli par des foules tantôt enthousiastes, tantôt hostiles. Quelquefois, les étudiants devaient lui faire la courte échelle pour qu'il puisse accéder à la chaire. J'ai vu une gravure le représentant. C'était un personnage extraordinairement imposant qui pouvait interpeller une foule d'un millier de personnes. Et voilà que Ramu répandait partout une parole hostile à Aristote avec une véhémence qui est un peu la véhémence de la Renaissance et de la Renaissance tardive. On ne peut pas dire que Calvin ait été en reste. S'étant vu interdire la philosophie, il s'est lancé dans la géométrie et il a écrit cette phrase tout à fait exceptionnelle. Nous sommes au milieu du XVIe siècle. Rien n'est supérieur à la raison. Il n'est pas question de Dieu, il n'est pas question d'une autorité quelconque, rien n'est supérieur à la raison. Ce qui comptait, c'était l'examen personnel, et les historiens ne s'y sont pas trompés. Le dictionnaire de Pierre Bell parle de Pierre de la Ramée en disant qu'il fut un précurseur de Descartes et qu'il a été aussi un précepteur des Lumières. Ramu avait une théorie particulière sur la rhétorique qui a joué un rôle particulièrement important. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il estimait que tout ce qui relevait du raisonnement, c'est-à-dire la recherche des idées, c'est-à-dire l'élaboration de la structure du discours, concernait la logique, la dialectique. La rhétorique n'y était pour rien. Comme si penser juste signifiait parler de façon convaincante, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Et il abandonnait par conséquent à la rhétorique seulement les figures, le style et aussi l'action. Et la rhétorique ramiste a joué un rôle très important, notamment dans les pays anglo-saxons, parce qu'elle permettait d'écarter de la rhétorique la recherche des arguments, elle permettait d'écarter les sources antiques et elle favorisait la recherche personnelle et par conséquent le développement des sciences. Une des conséquences finales de la rhétorique ramiste a été, au milieu du XXe siècle, la réduction de la rhétorique à la science des figures. Un fameux groupe de linguistes, le groupe MU, a publié au XXe siècle un ouvrage intitulé de façon dérisoire « La rhétorique générale », alors qu'elle n'avait rien de général puisqu'elle omettait tout sauf les figures. La pensée ramiste a reflué à la fin du XXe siècle et c'est la raison pour laquelle revient l'enseignement de la rhétorique dans les universités, dans les écoles, et que l'on reprend l'idée de la recherche des arguments, l'idée de la structure du discours, outre l'action et les figures. Ramu a rédigé un opuscule violent intitulé « Les questions de Brutus ». Vous savez que Brutus était expert dans l'art de tuer le père. Et ici, le père n'est pas César, mais le père est Cicéron.
Brutus interpelle Cicéron. Il détruit ses théories, de même que Ramus a écrit un ouvrage de même facture contre Quintilien, pour démolir, page après page, les théories de Quintilien. L'essentiel de ces brutine questiones, de ces questions de Brutus, tourne autour de l'essentiel. Je refuse l'autorité, je me fais ma propre opinion. Vois donc, Cicéron, comment j'argumente. Je ne me réfère pas sottement à l'opinion ou à l'autorité de Platon, d'Aristote ou de Socrate ou de n'importe quel autre homme. Je recherche les causes premières et fondamentales, au plus près de leur source. Et plutôt que de suivre l'opinion de la multitude, j'étudie la nature des choses. Je n'induis pas les autres en erreur en invoquant les erreurs d'Aristote. Ramus a d'ailleurs été un des auteurs de systèmes de notation de la prononciation qui nous permet de reconstituer la prononciation du XVIe siècle et en particulier la prononciation de Calvin que vous entendrez encore tout à l'heure. Ramus était parti dans les Allemagnes, il est revenu à Paris, la situation s'était calmée, beaucoup d'humanistes avaient été brûlés ou avaient été exilés. Il souhaitait néanmoins trouver une chaire universitaire dans un pays protestant. Il était devenu protestant. Il a fait savoir à Théodore de Bèze, premier recteur, qu'il ne refuserait pas un appel à Genève. Voici un extrait de la lettre que lui adressa en réponse Théodore de Bèze. Deux choses seulement s'opposent à ce qu'on puisse vous offrir une chaire, ce que d'ailleurs nos professeurs désireraient bien vivement. Le premier obstacle est qu'il n'y a en ce moment aucune vacance dans l'académie. Le second obstacle consiste dans notre résolution arrêtée de suivre le sentiment d'Aristote sans en dévier d'une ligne, soit dans l'enseignement de la logique, soit dans le reste de nos études. Je vous écris cela tout franchement, comme le veut cet ancien adage, entre gens de bien, il faut bien agir. J'ignore si Ramus a déambulé sous les voûtes de ce temple. Ce dont je suis certain, c'est que Henri Étienne, fils de Robert Étienne, l'imprimeur de l'ordre du collège, qu'Henri Étienne est venu souvent ici, comme Calvin et comme Théodore de Bèze. Henri Étienne est connu pour son édition de Platon, qui fut pendant une très longue période l'édition standard. Si vous achetez dans le livre de poche une édition de Platon, vous trouverez dans les marges des références. 181A, 181B, 181C. Eh bien, ces références, qui sont utilisées aujourd'hui encore dans le monde entier, sont les références à la pagination de l'édition de Platon par Henri Étienne. Le père d'Henri Étienne s'était signalé par une édition très importante du Nouveau Testament qui lui a valu d'abord les foudres de la Sorbonne, mais aussi le mérite de procurer un texte qui a servi de base aux éditions du Nouveau Testament pendant une très longue période. Henri Étienne ne s'intéressait pas qu'à la philosophie, il cultivait aussi l'art oratoire et il a imprimé ici, à Genève, 2 anthologies de rhétorique, probablement les 2 premières anthologies publiées au nord des Alpes. La première est consacrée au top 10, c'est-à-dire aux 10 meilleurs orateurs de l'Antiquité, tels qu'on les appelait déjà d'ailleurs à l'époque alexandrine. Vous savez peut-être que s'il nous reste 7 tragédies de Sophocle et 7 tragédies d'Échille, eh bien c'était parce que les Alexandrins les considéraient comme les top 7. Eh bien ici nous avons les top 10, je ne vous en réciterai pas la liste, mais les 10 meilleurs orateurs de l'Antiquité.
qu'Henri Estienne a publié sur les traces d'Aldemanus, le grand imprimeur vénitien. Mais Henri Estienne a fait davantage. Il a recensé, chez les historiens, les discours prononcés par les personnages. Discours souvent fictifs, mais composés par l'historien en vue de l'auditoire auquel s'adressait chaque personnage. C'est ainsi qu'Henri Estienne a dépouillé Hérodote, Thucydide, Tite-Live, Tacite, et au terme de son anthologie, il a placé un index pratique, aussi pratique que les ouvrages d'Erasme, indiquant des modèles de discours pour inciter à une déclaration de guerre, ou des modèles de discours pour inciter à la conclusion de la paix, des modèles de discours pour inciter à la construction de murailles, ou au prélèvement d'un nouvel impôt, etc., etc. Et l'une de ses idées principales était que les lecteurs, les étudiants notamment, que les lecteurs s'instruisent en assimilant peu à peu l'exemple des orateurs. Vous allez entendre, et c'est la première fois, je crois, depuis 1570, date de la parution de cette anthologie, vous allez entendre quelques lignes tirées de la préface rédigée par Henri Estienne. Ayant appris qu'une édition de discours contenue dans Tite-Live n'a pas manqué de plaire à des hommes dont, comme il sied, j'estime beaucoup le jugement, j'ai espéré que j'entrerais dans les meilleures grâces de ces personnes et d'un grand nombre d'autres si, là où un éditeur s'est distingué en publiant les discours d'un seul historien dans une seule langue, je me distinguais moi-même en publiant les discours tirés de presque tous les historiens grecs et latins. Guidé par cet espoir, j'ai mis la première main à cet ouvrage il y a quelques mois et l'ai achevé il y a peu. Quelqu'un dira « Quoi ? Penses-tu que l'on puisse apprendre l'éloquence à partir de ces discours ?» J'affirme non seulement qu'on le peut, mais encore qu'on doit l'apprendre par ce moyen. Je ne prétends pas qu'une telle source offre à ceux qui accèdent à l'administration des grandes affaires les détails des préceptes de la rhétorique. Cependant, je suis convaincu qu'à partir d'une étude fréquente et attentive de ces discours, jointe à la pratique, les lecteurs peuvent en retirer une certaine disposition pour l'éloquence et que, comme dans toute autre activité, ils peuvent enfouir dans leur mémoire de nombreuses choses prêtes à en être tirées en temps opportun, comme s'ils improvisaient. Parmi les discours retenus par Henri Estienne, un texte célèbre, le discours de Pacuvius à son fils Pérola dans Tite-Live. Vous vous rappelez Hannibal, qui était le Kadhafi de l'époque, et qui, ayant traversé la Méditerranée, a remonté l'Italie. Il a même traversé les Alpes avec ses éléphants. Il a pris Capoue qui a cédé à Hannibal, alors que Rome s'efforçait de lui résister. Et le père, Pacuvius, a réussi à obtenir une invitation à dîner avec Hannibal. Il faut dire que Pacuvius n'était pas défavorable à l'idée d'une domination de Capoue par Hannibal. Et non seulement il a réussi à être invité à dîner, mais il a fait inviter son fils. Le fils, lui, était plutôt partisan d'une alliance avec les Romains. Pourquoi ce discours de Pacuvius est-il si important dans l'histoire de la rhétorique ? Eh bien parce que non seulement il a été publié par Henri Estienne, mais parce qu'il a été repris dans les manuels du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Le chancelier Rollin le publie dans son traité des études, la rhétorique de Girard le reproduit,
Et la traduction que vous entendrez est une traduction du XVIIIe siècle qui porte beaucoup mieux, me semble-t-il, que certaines traductions du XIXe ou du XXe qui sont moins faites pour être dites. L'intérêt ici consiste essentiellement dans l'ordre des arguments. Le père a quelques instants pour dissuader son fils de tuer Hannibal. Un premier argument, le plus important, sera « Si tu veux tuer Hannibal, tu dois me tuer d'abord parce que je m'interposerai ». Un deuxième argument, plus faible, est « Nous avons pu être invités à dîner avec Hannibal, nous sommes liés par les lois de l'hospitalité ». Et un troisième argument, tu cours à l'échec parce que la garde d'Hannibal t'empêchera d'accomplir ton dessein. Je vous ai énoncé ces arguments dans le désordre. Vous verrez dans quel ordre les prend Pacuvius, et vous verrez les transitions très importantes utilisé par Pacuvius à la fois pour passer d'un argument à l'autre, mais aussi pour répéter un argument déjà énoncé. Et ce qui frappe ici, c'est la concision et la rapidité du discours. Le texte français que vous allez entendre, et qui n'est pas très long, est plus long que le texte latin, qui, lui, tient en quelques lignes. Mon père, je suis venu ici avec un dessein qui peut, non pas seulement nous obtenir auprès des Romains le pardon de notre défection, mais même placer Capoue dans un degré de faveur et de dignité bien plus élevé que jamais. Par cette épée, je vais sceller du sang d'Hannibal notre alliance avec Rome. J'ai voulu t'en avertir, pour le cas où tu voudrais être absent pendant que j'exécuterai ma résolution. Mon fils, par tous les droits qui unissent les enfants à leurs parents, je t'en prie, je t'en conjure, ne rends pas ton père témoin de ton crime et de ton supplice. Il y a quelques heures à peine, unissant notre main à celle d'Hannibal, nous lui avons, au nom des dieux, engagé notre foi. Tout à l'heure encore, nous nous entretenions avec lui. Était-ce donc pour que cette main qu'enchaîne notre serment s'armate aussitôt contre sa vie? Tu te lèves de la table hospitalière où seul, avec 2 autres compagnons, tu as été admis par Hannibal. Et c'est pour la souiller du sang de ton hôte. J'ai pu, moi ton père, obtenir d'Hannibal la grâce de mon fils. Et je ne pourrai obtenir de mon fils la grâce d'Hannibal. Mais que parlais-je de choses sacrées, d'honneur, de religion, de piété filiale? Ose un crime monstrueux, pourvu que ce crime n'entraîne pas avec lui notre perte. Seul, tu vas attaquer Hannibal. Et cette foule d'hommes libres et d'esclaves, et tous ces yeux fixés sur lui seul, et tous ces bras qui sont à lui, ton acte insensé va-t-il les paralyser? Et le regard d'Hannibal lui-même, que des armées ne peuvent soutenir sur le champ de bataille, devant lequel tremble tout le peuple romain, toi, tu le soutiendras sans crainte. Et quand tout autre secours lui manquerait, oseras-tu me frapper moi-même? Moi qui ferai de mon corps un bouclier au corps d'Hannibal, car c'est à travers ma poitrine qu'il te faudra lui asséner tes coups. Laisse-toi donc détourner
de ce projet insensé, plutôt que d'y échouer devant lui. Que mes prières aient auprès de toi quelque puissance, comme aujourd'hui elles en ont eu auprès de lui, à ton avantage. Ce discours présente aussi une vertu morale, puisque le fils obéit à son père. Si Robert Estienne est venu à Genève, c'est bien sûr parce qu'il était persécuté par la Sorbonne, mais aussi parce qu'il entendait, comme beaucoup d'autres imprimeurs qui se sont rendus dans notre ville, soutenir l'œuvre de Calvin. Il a notamment publié une des éditions de l'Institution de la religion chrétienne. Et c'est par Calvin que nous souhaitons terminer cette présentation. Calvin, qui était un grand connaisseur et des orateurs de l'Antiquité et des manuels de rhétorique de l'Antiquité, et qui pratiquait admirablement le discours. Presque tout ce que Calvin a écrit était discours. Lisez la préface de l'Institution de la religion chrétienne, l'Épître à François Ier. C'est un texte qui se présente apparemment sous forme de lettres, mais qui a toute la force, toute la véhémence du discours. Sa langue était donc particulièrement éloquente, mais il distinguait entre l'éloquence des orateurs et l'éloquence de la Sainte Écriture. Que nous lisions Démosthène ou Cicéron, Platon ou Aristote, ou quelques autres de leur bande, je confesse qu'ils attireront merveilleusement et délecteront et émouveront jusqu'à ravir même l'esprit. Mais si, de là, nous nous transférons à la lecture des Écritures saintes, veuillons ou non, elles nous poindront si vivement, elles perceront tellement notre cœur, elles se ficheront tellement au-dedans de nous, que toute la force qu'ont les rhétoriciens et philosophes au prix de l'efficace du sel ne sera que fumée, dont il est aisé d'apercevoir que les saintes Écritures ont quelques propriétés divines à inspirer les hommes, vu que de si loin elles surmontent toutes les grâces de l'industrie humaine. Les grâces de l'industrie humaine, en voici un exemple tiré d'une préface au Nouveau Testament de 1540, et vous verrez que, comme je me suis permis de vous le dire, cette préface, toute préface qu'elle est en réalité un discours. Vous y remarquerez des figures. D'abord, des métaphores. Des métaphores, pourquoi? Eh bien parce que Calvin nous montre que les grands personnages qui ont précédé le Christ, les grands personnages de l'Ancien Testament, sont des métaphores du Christ, sont le Christ lui-même, ou comparables au Christ qu'il annonce. Ensuite, des accumulations. 3 séries d'accumulations, dont le nombre n'est pas laissé au hasard, comme me l'a fait remarquer Pierre-Alain Clerc. 10, 10, 33. 10, les 10 commandements, la loi. Ce sont précisément les personnages dont je viens de parler qui préfigurent le Christ et qui, avec le Christ, font 10 et accomplissent ensemble la loi. Et aussi
les 10 sacrifices de Jésus qui accomplissent également la loi. Enfin, les 33 conséquences bienheureuses pour le fidèle, 33 conséquences, une par année de la vie du Christ. Enfin, les oxymores, c'est-à-dire le rapprochement de termes incompatibles. Et ici encore, le rapprochement de termes incompatibles a une valeur théologique, puisqu'il s'agit de montrer que le Christ réalise l'impossible. Écoutons cette épître aux fidèles montrant comment le Christ est la fin de la loi. Puisque l'Évangile vous présente Jésus-Christ, en lequel toutes les grâces et promesses de Dieu sont accomplies, et vous déclare qu'il a été envoyé par le Père et descendu sur terre, a conversé avec les hommes et a parfait tout ce qui était de notre salut, comme il avait été prédit en la loi et les prophètes. Il doit vous être très certain et manifeste que tous les trésors de paradis vous y sont ouverts et les richesses de Dieu déployées et la vie éternelle révélée, car telle est la vie éternelle, connaître un seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, en lequel il a institué le commencement, le moyen et la fin de notre salut. C'est lui, Jésus-Christ, est Isaac, le Fils bienheureux du Père qui a été offert en sacrifice et qui toutefois n'a point succombé à la puissance de la mort. C'est le vigilant pasteur Jacob, ayant grand soin des brebis qu'il a en sa garde. C'est le bon et pitoyable frère Joseph, jeté en un puits par les siens, qui en sa gloire n'a point eu honte de reconnaître ses frères, quelque humbles et abjects qu'ils fussent. C'est le grand sacrificateur et évêque Melchisédek, ayant fait sacrifice éternel une fois pour toutes. C'est le souverain législateur Moïse, ayant gravé les tables de sa loi dans les tables de nos cœurs par son esprit. C'est le fidèle capitaine et guide Josué pour nous conduire en la terre promise. C'est le noble et victorieux roi David, assujettissant à sa main toute la puissance rebelle. C'est le magnifique et triomphant roi Salomon, gouvernant son règne en paix et prospérité. C'est le fort et vertueux Samson qui, par sa mort, a accablé tous ses ennemis. Et même tout ce qui se pourrait penser ou désirer de bon est trouvé en ce seul Jésus-Christ, car il s'est humilié pour nous exalter. Il s'est asservi pour nous affranchir. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre. Il a été fait malédiction pour notre bénédiction, oblation de péché pour notre justice.
Il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie, tellement que par lui, rudesse est adoucie, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, mépris méprisé, crainte assurée, dette quittée, labeur allégé, difficulté facile, tristesse réjouie, malheur bienheuré, désordre ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujettie, menace menacée, embûche débûchée, assaut assailli, effort efforcé, combat combattu, guerre guerroyée, vengeance vengée, tourment tourmenté, abîme abîmé, damnation damnée, enfer enferré, mort morte, mortalité immortelle.